L'objet de la matinée a consisté à faire le point et à visiter un certain nombre de lieux, et en l'occurrence les grands chantiers, quelques grands chantiers d'investissement du sanctuaire, les plus visités, les plus avancés aujourd'hui. D'autres sont prévus, mais voilà, ne sont pas encore finalisés et méritent moins d'être visités de cette manière-là. Ce que je dirais aussi à l'introduction, c'est que le lien entre la ville et le sanctuaire, il est fort. Il convient aussi de le resituer dans une histoire, bien évidemment. C'est pas uniquement depuis que nous sommes arrivés tous les deux à Lourdes que le partenariat est étroit et que la collaboration est réelle, évidemment, entre la ville et le sanctuaire. Je me rappelle vous avoir dit, monsieur le maire, lorsque je suis arrivé, que de toute façon, nous réussirions ensemble, nous perdrions ensemble. Donc évidemment, nous préférons tous la première formule et nous sommes en passe de l'atteindre. Lien historique et lien vraiment de solidarité, et ça se concrétise à travers ces quelques chantiers qui ont été visités ce matin. Ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est, même si on le sait déjà, mais toujours important de le redire, c'est vraiment la complémentarité entre le plan Avenir Lourdes et notre dossier Lourdes 2030. Aucun des deux plans n'est inféodé à l'autre, ils ont tous des histoires au départ distinctes, et de fait il y a un certain nombre de convergences et de points de collaboration qui sont très importants et qui sont l'évidence même, puisque c'est à la fois la ville et le sanctuaire, ne serait-ce que pour y accéder, qui sont évidemment concernés tous les deux. Et il est vrai que certains chantiers d'investissement se retrouvent à juste titre dans le plan Avenir Lourdes, et c'est là que s'établissent toutes nos collaborations. Les dossiers les plus avancés, c'est ceux précisément qui ont fait l'objet d'une visite ce matin, c'est le village des jeunes, ce sont les jardins du sanctuaire et toutes les questions d'accessibilité. Je vais reprendre ces trois points. Tout d'abord, le village des jeunes, en termes de fréquentation, une année ordinaire, c'est 42 000 jeunes qui passent dans ce village des jeunes. L'année dernière fut assez extraordinaire parce qu'il y a non seulement une très bonne équipe à la tête de ce village des jeunes, mais également une fréquentation accrue par les Journées mondiales de la jeunesse et le passage vers Lisbonne. C'est également lié à la présence des jeunes pour le FRAP, le fraternel, le grand pèlerinage de Paris, de la région parisienne, qui ont, j'allais dire, gonflé à juste titre nos chiffres, et on est allé jusqu'à quasiment doubler 80 000 jeunes qui sont passés dans le sanctuaire. Quelques axes majeurs pour ce village des jeunes, j'allais dire, le premier c'est la protection des mineurs et des personnes vulnérables. On connaît tous les enjeux liés à cette question. C'est évidemment incontournable pour ce lieu où on accueille beaucoup de mineurs, avec un certain nombre d'animateurs, d'accompagnateurs. Donc cela passe aussi par des chantiers tout à fait concrets de rénovation, y compris des dortoirs, pour faire en sorte que les hébergements, les lits répondent à toutes les règles qui s'imposent pour que l'adulte, l'animateur, prêtre ou pas, puisse évidemment avoir son indépendance totale, tout en ayant évidemment la responsabilité du groupe. Les axes majeurs pour le village des jeunes, c'est également la convivialité dans ce lieu magnifique que l'on connaît plus ou moins et que maintenant vous connaissez un petit peu plus, qui est très très beau. L'idée c'est vraiment de donner une âme. Il avait déjà en tout cas un centre à ce village des jeunes assez épars avec différents bâtiments et avec cette place dite du village qui est le lieu de rencontre, du rassemblement. Juste à côté il y a le city-stade où de fait ceux qui veulent faire du sport peuvent s'y adonner et j'ai eu un certain nombre d'activités, y compris d'ailleurs un match de foot le jour de la bénédiction, c'était le 14 juin, avec une équipe de chapelains et une équipe de la Ligue engagée de Saint-Hilaire. Je ne vous dirai pas qui a gagné. Il y a également dans le pourtour de cette place du village le clocher de la chapelle du Mont Carmel, cette chapelle qui domine le village et qui n'avait pas
cloche pour appeler à la prière et qui a beaucoup de succès, sans compter un autre lieu qui à présent est l'accueil des scouts, qui jadis était d'ailleurs aussi un espace affecté à la liturgie qui a été entièrement rénové. Je souligne également par rapport aux axes premiers pour moderniser pour ce village des jeunes, c'est également la protection de l'environnement, avec tout un enjeu autour de l'écologie, auquel les jeunes et les moins jeunes sont sensibles, avec un entretien du parc arboricole, un plan de renouvellement, là aussi sur plusieurs années, mais qui est engagé et qui est budgété. Je rajoute tout à fait symboliquement, mais pour nous sans doute c'est plus qu'un symbole, à travers cette bénédiction qui a eu le 14 juin, par rapport à cet espace-là, tous les travaux sont pas finis, hein, il y a encore des tranches qui sont prévues, le fait de baptiser cette place du village, place André et Jean-Luc Cab, ils ont été tous les deux prêtres du diocèse, très engagés dans la pastorale du sanctuaire, dans la pastorale des jeunes. Le père André Cab étant décédé l'année dernière, et c'était un bel hommage que de rendre à lui et à son frère décédé dans des conditions dramatiques il y a beaucoup plus longtemps, voilà, un hommage à rendre à ces deux figures qui ont marqué l'animation pastorale du sanctuaire. Voilà pour le village des jeunes. Le deuxième chantier annoncé, c'est les jardins du sanctuaire. Donc c'est l'espace qui se trouve au-delà de l'avenue Monseigneur Théas et qui correspond à l'emplacement des anciens pavillons. Des pavillons de différents mouvements qui historiquement avaient été édifiés pour permettre aux ouvriers de la basilique de Saint-Pédis dans les années 50 de pouvoir se retirer, j'allais dire, leur quartier général. Et de fait, ces lieux étaient devenus des lieux de permanence des mouvements qui ont plus ou moins perduré, avec des bâtiments qui étaient même pas à renouveler, qui étaient à abattre parce que les normes n'étaient pas du tout honorées. Et de fait, le choix a été fait de pouvoir avoir un projet dit chacun des sanctuaires. À la fois on démolit tous ces anciens bâtiments et on envisage à la fois un espace encore plus arboré qu'aujourd'hui, avec des espaces à découvert pour permettre à des groupes de se retrouver en plein air, compte tenu de l'affluence tout lieu, et j'allais dire entre guillemets, et qu'on apprendre en pleine saison des pèlerinages, un lieu pour de la convivialité, pour une rencontre de groupe, pour pique-niquer pour quelques familles qui n'ont pas forcément de lieu pour pouvoir prendre leur repas, et un lieu qui permet aussi de donner une visibilité assez merveilleuse avec une ouverture non seulement évidemment sur le Gave, mais au-delà sur le château fort et donc sur la ville de Lourdes. Je précise que par rapport à ce chantier jardin du sanctuaire, il y a également tous les travaux qui ne sont pas terminés mais qui sont très très engagés concernant le barrage qui permet d'être en lien avec l'usine hydroélectrique qui permet d'assurer plus de 50% de notre consommation électrique, et il convenait pour diverses raisons d'effectuer ces travaux qui sont importants, qui sont très importants, y compris budgétairement, et c'est aussi l'occasion de remercier alors tous les donateurs par rapport à l'ensemble de tous les dossiers que j'évoque, mais également particulièrement sur ce dossier. Et il faut dire que sur ce dossier, les financements publics sont loin d'être négligeables, et fort heureusement sont des sommes très très importantes. Voilà. Donc il s'agit, l'enjeu, il est à la fois écologique pour permettre la montaison et la dévalaison des poissons en fonction de la saison, tout en maintenant évidemment l'activité du barrage. Et après l'enjeu, il est aussi écologique. Alors pour les poissons, il est aussi écologique, mais il est aussi écologique pour qu'on puisse produire notre propre électricité, évidemment. Donc l'un dans l'autre, donc il y a des réglementations qui sont, je ne vais pas dire combattues, mais il fallait concilier tout cela. Et grâce à l'action de Monsieur le Préfet, nous arrivons à un projet qui est beau et qui est relativement conséquent. Voilà sur ce sujet. Le troisième point que je voulais un petit peu développer, donc c'est en termes d'accessibilité. Nous sommes arrivés ici à l'accueil Notre-Dame en empruntant le pont Saint-Bernadette qui relie l'église Saint-Bernadette à l'espace directement de la grotte. Les ponts doivent être confortés. C'est des lieux qui sont très empruntés, c'est des lieux qui sont fragiles.
il y a l'enjeu autour des berges, là aussi, sur des sommes qui sont très importantes, sur lesquelles je ne prétends pas. En termes d'accessibilité, j'ai envie de souligner le fait que sur 2024 et 2025, nous sommes en train d'engager des sommes aussi relativement importantes pour, par exemple, la mise en place de boucles d'induction magnétique dans les lieux de célébration, dans les églises principales. Je crois que c'est plus de 10 000 places qui sont prévues là, sur les 2 ans. Bref, il faut que le sanctuaire, il faut que la ville soit accessible à tous, puisque n'oublions pas que la particularité, la spécificité, quand on le demande souvent du sanctuaire de Lourdes, c'est d'accueillir toutes les précarités, toutes les fragilités, et donc le handicap physique, avec toutes les variantes que l'on peut imaginer, doit faire l'objet de toute notre attention. Tout ceci pour dire, et je m'achemine vers ma conclusion, que la mission principale du sanctuaire, c'est bien l'accueil et le service des malades. C'est pas rien si nous avons programmé ce temps avec vous tous ici au dernier étage de la rue Notre-Dame, avec cette superbe vue sur la basilique et sur l'ensemble du sanctuaire. C'est ici à la rue Notre-Dame que nous accueillons les malades et les personnes souffrant de handicap, en plus de l'accueil de Sainte-Marie-Saint-Fré qui est en ville. Nous accueillons en année normale, j'allais dire, pas loin de 40 000 malades dans le sanctuaire. Bref, nous sommes au cœur de l'accueil des fragilités, y compris ici, à ce 5e étage, qui est appelé parfois le transit, en tout cas qui est un lieu de convivialité, voilà, d'animation avec les personnes qui sont effectivement dans les chambres, avec les hospitaliers à leur service. Et tout ceci nous donne l'occasion aussi de remercier particulièrement M. le maire pour son apport pour ne plus assujettir nos accueils à la taxe de séjour pour favoriser le plus possible l'accueil des malades qui sont vraiment l'ADN du sanctuaire. En tout cas, c'est un geste fort pour nous et pour son avenir que d'envisager aussi ce qu'on a sur un plan budgétaire pour cela, dans un contexte qui, on le sait tous, est particulièrement difficile avec les problématiques de transport et autres, mais ce n'est pas le sujet de la conférence de presse, donc je ne développe pas. Je termine en disant que, en rappelant, parce qu'on le sait tous, que l'économie du sanctuaire, c'est une économie du don. Voilà. Nous ne recevons que des dons, alors des subventions publiques, un certain nombre de budgets qui nous sont alloués en fonction des structures vers lesquelles nous tournons et vers lesquelles nous défendons. C'est aussi pour cela qu'on a parfois des structures juridiques qui sont un petit peu complexes et qui permettent précisément de récolter ces fonds. En tout cas, merci aux donateurs et merci au pouvoir public et bien sûr à monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet pour toutes les subventions étatiques qui nous permettent de mener à bien tous ces projets. Voilà, je vous remercie.